Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce tout nouveau débrief. Donc c'est le quatrième de la chaîne si je ne m'abuse. Donc aujourd'hui je suis en compagnie de Mathieu. Comment ça va Mathieu? Eh ben écoute, ça va Enzo, ça va, depuis les semaines qui avancent. Bon bah c'est magnifique. Et puis on a un tout nouveau rédacteur, une toute nouvelle personne qui est arrivée il n'y a pas très très longtemps dans l'équipe. Il s'agit de Paul. Comment ça va Paul? Bah, c'est ça, c'est ça. Bah, écoutez, ça va très bien. Merci beaucoup de m'accueillir au sein de votre équipe et puis j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Eh ben, c'est avec grand plaisir en tout cas, très content parce que c'est ton tout premier débrief en plus, donc tu vas pouvoir un petit peu découvrir le format, et cetera et puis en espérant que les spectateurs vont apprécier. Beh, Ouais. messieurs, du coup, on va analyser ce match, face au Stade Français, donc samedi dernier où nos Rochelais se sont imposés 35-18 avec bonus offensif en plus de ça. Mm. Du coup, comment vous avez perçu ce match, Mathieu, pour commencer? Ouais, comment tu analyses ce match de la part de nos Rochelais? Je trouve que c'est un match qui est un peu compliqué à analyser. Déjà parce que la première mi-temps en soi, il n'y a pas beaucoup, je trouve, à analyser. Concrètement, la première mi-temps, c'est le Stade français qui joue au mieux. Quand je dis joue au mieux, c'est par rapport à ce qu'ils peuvent faire et par rapport à ce qu'ils ont fait du match. Et La Rochelle qui subit un peu l'occupation des Parisiens, à enchaîner les en avant, à bien défendre, mais à force de défendre, à faire la petite faute qui va amener les Parisiens à dire on va prendre les 3 points. Et après, il y a la deuxième mi-temps où globalement on rentre pour le coup entre guillemets dans le match. On gère beaucoup mieux cette occupation, même on l'a étant donné qu'on a le vent. Et après, on déroule à la Rochelaise, hein, on joue beaucoup devant, que ce soit par des mauls, que ce soit par des grosses phases de pick and go et tout. Et au final, comme tu l'as dit, on prend le BO face au Stade français dans un match imparfait, toujours avec une mi-temps bien mieux gérée que l'autre. Mais le résultat est là, il fait plaisir. Et il y a des choses qui sont plutôt intéressantes, qui est la 3e place, alors qu'il y a encore de choses à améliorer. Donc moi, je trouve ça relativement agréable, même si c'est pas La Rochelle d'il y a quelques années. Très bien Mathieu, et puis toi Paul, qu'est-ce que t'en as pensé de cette rencontre? Bah, écoute, bah, ouais, je rejoins beaucoup l'avis de Mathieu. C'est vrai que on peut se laisser penser que le Stade français s'est nourri des erreurs rochelaises, essentiellement, hein, pour marquer je crois qu'ils ont marqué les 15 points en première. 18 points, donc directement, ils ont marqué tous leurs points en première période. Donc ils sont vraiment nourris des erreurs rochelaises, comme l'a dit Mathieu, c'était vraiment très approximatif. On balbutiait un peu notre rugby. Voilà, en fait, on n'est pas rentré dans le match. On est rentré dans le match qu'à la deuxième mi-temps. Et ouais, donc deuxième mi-temps, effectivement, en fait, on les a eu entre guillemets, on les a eu à l'usure. Ils sont fatigués et même si le match était en fait encore très serré, même si on est bien remonté à la 60e, on n'avait que 3 points d'avance. Mais cet essai assez salvateur de Jégou qui nous permet de prendre 10 points d'avance parce qu'il a inscrit l'essai entre les perches, là, ça a coupé les jambes des stadistes et au final, La Rochelle a déroulé son jeu qu'on lui connaît bien. Donc, victoire mitigée, mais victoire quand même avec 5 points. Donc, on prend tous les jours. Ouais, effectivement, comme tu le disais Paul, en vrai je vous rejoins messieurs, c'est vrai que une première mi-temps assez, assez compliquée, pour pas dire catastrophique, hein, quand même. On rentre très mal dans le match, où on balbutie notre rugby, c'est très compliqué, beaucoup d'en avant comme tu le disais Mathieu, du mal à mettre notre jeu en place aussi, malgré que pour moi il y ait quelques individualités qui ressortaient un petit peu avec, je pense à Dulin par exemple, Haddad aussi, dont j'ai bien aimé la prestation, ça on aura l'occasion d'en reparler. Mais ouais, très compliqué. Et après, c'est vrai qu'on a vraiment commencé, je trouve, à accélérer à l'heure de jeu, vraiment avec cet essai de Djigou, comme tu le disais aussi, Paul, qui nous a permis de nous détacher un petit peu, parce qu'à ce moment-là, avant l'heure de jeu, on était à 21-10 pour nous, donc pour les Rochelais. Et après, ça nous a permis d'avoir une sorte de bouffée d'oxygène. Et ça a été bénéfique, parce qu'on a commencé vraiment à accélérer en mode rouleau compresseur, et ça fait très très mal aux Franciliens. Donc voilà, en tout cas, ça reste une belle victoire à 5 points et puis qui nous permet oui, d'être troisième pour la fin de ce premier bloc. Donc C'est c'est ça. que du positif. C'est ça. Euh, Si je peux rappeler du coup, on est 3 points derrière le Stade Toulousain.
On est 2 points derrière Bordeaux et on est 1 point devant Bayonne. Et après, on doit avoir 4 points, si je dis pas de bêtises, d'avance sur Toulon, Clermont et je crois le Racing, si je ne m'abuse. Non, c'est Castres. Ah, Castres Castres, sont devant ok. le Racing. Ouais, le Racing est, Ah. est du coup 8ème, ok. Ouais, C'est ça. vous faites bien de le rajouter, messieurs. Après, petite question quand même, parce que encore une fois, c'était un match imparfait. Encore une fois, il y a un peu deux visages entre les deux mi-temps. Est-ce qu'on peut dire que le Stade Rochelais est encore incapable de jouer sur 80 minutes? Paul, toi, est-ce que tu as un avis sur la question? Bah, on peut dire oui et non. Je vais commencer par le oui, parce que en fait, La Rochelle, on s'est bien connu, ils sont basés sur un jeu d'avant, sur un jeu qui est très frontal ou très physique, où on impose un fort combat à l'adversaire, etc. Et c'est ça depuis pratiquement depuis que Ronaldo Gara a pris les rênes du club. Et en fait, on se rend compte qu'on est quand même une équipe assez vieillissante, en fait. Donc peut-être que les joueurs que l'on a aujourd'hui à l'avant, je prends l'exemple de Winnie Antonio, je prends l'exemple, bon là il est blessé, de Levani Botia, même Aldrit, il commence à avoir, il est pas vieux, mais ça fait quand même presque, il arrive en 2020, c'est ça au club, donc 2020 qui fait ce mode de jeu-là, donc ça fait presque 6 ans presque 5 ans qu'il fait ce jeu-là, c'est très usant à force. Je ne parle même pas de Winnie Antonio et Levani Botia, comme j'ai dit, donc voilà. Après, on peut aussi dire non, parce que on est quand même relativement au début de la saison. On a des choses qui ont quand même très bien fonctionné, notamment, moi je prends un point d'or pour notre seule victoire à l'extérieur qui est contre le Racing, où on a essentiellement gagné grâce à ce jeu-là. Et donc ça montre aussi qu'avec les automatismes, les blessés qui vont revenir, peut-être effectivement cette coupure-là de 2 semaines qui va leur faire du bien, la Coupe d'Europe qui va arriver, qui va ramener un vent de fraîcheur aussi sur les rencontres, on peut se laisser penser que tout ça va revenir, et je compte bien sur Ronaldo Gara pour remotiver les troupes et qu'on continue à aller de l'avant comme on le fait depuis maintenant 4 ans ou 5 ans. Et toi, Mathieu, de ton côté, du coup, est-ce que pour toi, ouais, le Stade Rochelais est encore incapable de jouer sur 80 minutes, à être constant sur 80 minutes parce que bon, on peut se douter que ça serait préjudiciable aussi contre des plus grosses équipes. En fait, je rejoins un peu Paul dans le oui, le non, parce que moi, je vais d'abord commencer par le non, parce que depuis qu'Ogara est là, il y a eu des saisons où je nous ai trouvé beaucoup plus performants le temps de certaines mi-temps que d'autres, et surtout en deuxième mi-temps où, vu qu'on a un jeu qui joue très devant, on va beaucoup jouer sur le duel de physique, mais surtout sur l'endurance des deux équipes. Et pour le coup, La Rochelle s'en est toujours mieux sorti. Il a toujours pris les adversaires en deuxième mi-temps à force d'épuiser les équipes en face. Surtout que, étant donné qu'on est, avec l'arrivée d'Ogara, une équipe très portée aussi sur la défense, très, très, très forte, et que la défense, ça fatigue beaucoup moins qu'attaquer. On était souvent une équipe qui se faisait souvent peu prendre de points, peu mettre à la faute, et inversement, qui avait un meilleur réalisme en face, donc ça aidait beaucoup. Le truc maintenant, c'est que là où il y a quelques années, on voyait en première mi-temps une équipe qui, quand même, pouvait toujours être dangereuse, toujours à tout moment inquiéter l'équipe adverse. Là, je trouve que, alors, autre que le match contre le Racing, où je suis d'accord avec Paul, je trouve que globalement, il y a une mi-temps où on n'inquiète pas trop, et c'est pas tant dans ce match qu'on le ressent. Je trouve qu'on le ressent plus dans des matchs comme Bordeaux, comme Toulouse aussi, où t'as vraiment, alors bon là pour le coup c'est Toulouse et Bordeaux, c'est des grosses équipes, mais où t'as vraiment une mi-temps où tu te fais peur toi, et une autre mi-temps où tu dis waouh, mais La Rochelle de La Rochelle quoi. Mais face au Stade Français, la semaine dernière c'était plus différent encore, parce que j'avais l'impression qu'en première mi-temps les joueurs ils étaient en mode le match, en fait c'est pas que il y avait une forme d'audace en mode le match est déjà pris, mais tu sentais que les joueurs ils étaient pas inquiets, et qu'ils étaient plus en mode quand ça va venir, ça va y aller. Et d'où d'ailleurs l'essai en première mi-temps qui arrive pas de nulle part, mais t'es en mode c'est vrai que vu ce qu'on propose, à tout moment la machine elle part, et on peut être très réaliste. Mais pour le coup, moi je pense, et on l'a vu les autres saisons, La Rochelle c'est une équipe qui prend son temps pour démarrer à chaque saison, qui je trouve en fait réussit à beaucoup mieux s'adapter physiquement en deuxième partie de saison, quand les équipes commencent à être fatiguées.
Et là où je trouve que nous, justement, on prend souvent très peu le pli de cette fatigue. En fait, en début de saison, les équipes sont vraiment fraîches et nous, peut-être un peu moins, mais on compense beaucoup plus après en reste de saison. Donc moi, j'attends de voir. Mais c'est sûr que pour le moment, si on reste dans cette stratégie, je sais pas si c'est une stratégie, mais de faire vraiment une grosse mi-temps et après avoir une autre mi-temps, on est plus sécure, on va plus aller à venir, en tout cas avoir une première mi-temps, on prépare les rouages. Je trouve que c'est pas encore parfait. Il y a encore beaucoup de choses à améliorer parce que par exemple, pour parler de Toulouse-La Rochelle, on n'est pas loin d'aller chercher un BD, même possiblement de gagner le match, on se prend pas ce carton. Mais en même temps, en première mi-temps, si Toulouse avait fait beaucoup moins de fautes de main, le match, à aucun moment, on doit le gagner aussi vu la première mi-temps. Donc, c'est encore très perfectible. Donc, oui, non, quoi. Oui, on est une équipe qui ne demande pas nos 80 minutes, mais on arrive quand même à faire 40 belles minutes qui suffisent. Et encore une fois, c'est le sport. Et la finalité du sport, c'est de gagner. Et c'est pas toujours forcément de proposer un beau jeu. Et ça, les équipes adverses aiment bien le dire que La Rochelle, depuis quelques années, c'est pas forcément beau, mais ça gagne, quoi. Exactement. Moi, je vous rejoins aussi, messieurs, dans le sens où, pour moi, on manque encore d'automatisme, je trouve, par moment derrière. C'est-à-dire que tout n'est pas forcément bien huilé. On l'a bien vu aussi en première période. Il y a quand même cette intention-là, cette volonté d'envoyer du jeu beaucoup plus que les autres années, déjà, donc, qui est intéressant avec nos trois quarts. Et après, voilà, j'ose espérer qu'on va monter en termes de niveau au fur et à mesure de la saison. Voilà, mais en tout cas, j'y vois du positif parce que c'est pareil, si on regarde en première mi-temps, hein, les points qu'on prend, c'est en fait concrètement de l'indiscipline. Hein, on leur donne les points et Carbonel là, qui est derrière. Parce que d'ailleurs, j'ai relevé la stat hein, en première mi-temps, donc on a 6 pénalités concédées contre 4 pour le Stade Français. Et au final, les deux équipes termineront avec 10 pénalités concédées chacune. Ouais. Donc voilà. Mais oui, bon, moi j'y vois du positif malgré tout. Et ouais, je pense qu'on va monter en puissance au fur et à mesure et que c'est vrai que par moments les supporters sont aussi peuvent être un petit peu vaches dans le sens où on attend toujours plus aussi. On a du standing quoi, voilà. Ah, c'est ça, du haut standing où on se dit voilà, on a envie de voir l'équipe performante sur 80 minutes. Pour l'instant, j'ai envie de dire on est 3e, ça suffit entre guillemets. Après, il faudra aussi augmenter le niveau de jeu quand ça sera nécessaire. Je pense notamment à la Coupe d'Europe. Mais c'est positif, voilà, on fait quand même un bon début de saison et même si on aura l'occasion de revenir dessus en fin de débrief, messieurs. Du coup, on va basculer cette fois-ci sur l'homme du match, l'homme qui a retenu votre attention, messieurs. Lequel ce serait, Paul, toi, ton homme du match à toi? Encore une fois, après, je vais pas être très original, mais il est tellement important, il est tellement efficace sur ses ballons, sur les ballons hauts, sur la sécurisation qu'il a et même son intelligence de jeu. Et encore une fois, c'est Brice Villain. Voilà, ça fait quand même plusieurs matchs. Bon, si on oublie un peu quand même ce qui s'était passé à Montpellier, parce que c'était pas clairement un match pour lui et ses mains qui attrapent tout, mais quand même sur le début de saison, Brice Villain, c'est pas loin d'être l'homme de la saison pour l'instant. Moi, je pense que c'est heureusement qu'il est. Ouais, c'est ça. Et en fait, heureusement qu'il est là et je me dis que le club doit peut-être pas le prolonger. Je trouve que c'est un peu aberrant. Donc ouais, non, clairement, pas sûr, merci. Hein, je pense justement. Ça reste à voir. Ouais, ça reste à voir. Ouais. Après, est-ce qu'il se contentera ou alors est-ce qu'il se contentera d'un rôle numéro 2 ou alors est-ce que Niniashvili se contentera d'un rôle de numéro 2? Ça aussi, c'est. Bon, c'est à voir. Mais ouais, non, clairement, Brice Villain, quoi. Son importance aujourd'hui, elle est plus à démontrer sur les ballons. Il attrape tout. Il trouve des angles de frappe. Non, franchement, merci Brice, quoi. Merci d'être là. Et toi, Mathieu, de ton côté, du coup, ton homme du match ou alors peut-être, je sais pas, un secteur qui a retenu ton attention également? Ça, j'aime bien que tu me dises le secteur pour le coup. Parce que je comptais aller vers... Alors, moi, si je vais juste dire les deux noms, mais je vais aller sur un secteur pour le coup. Moi, s'il avait été aussi constant en deuxième, je pense j'aurais dit Dulin. Mais sinon, j'aurais dit en tant que joueur Skelton. Je trouve qu'il fait un énorme match. Et Skelton, je peux être très critique envers lui. Donc vraiment, puis quand même, souligner ce magnifique essai délié. Hein, ça vraiment... Je comprends pas comment il est pas meilleur essai de la journée, d'ailleurs, par le top 14.
Ils ont Il y avait du niveau aussi, il y avait du niveau. En fait. Bah, ils choisissent les... Alors, j'adore, hein, mais ils choisissent les Teddy Thomas. Bon, moi, pour le coup, j'ai pris plus de satisfaction à avoir un tracteur enquillé 3... Il y avait Wayne Nicolo aussi pour Toulon. Oui, qui a oui, été, mais l'essai que dans le top 5 qui a été pris, c'est celui de Teddy Thomas pour La Rochelle. Ah, Donc, d'accord. Ouais. mais du coup, je vais parler d'un secteur, bah, je vais parler de la mêlée. Parce que si vous ne l'avez pas vu, on a fait, c'est Simon, si je dis pas de bêtises, qui a fait un article il n'y a pas très longtemps sur le pack avant. Comme l'a dit Paul, c'est un secteur où on est on joue beaucoup. Et ça, pour le coup, même avant Ogara, La Rochelle, Pro D2, Top 14, ça a toujours été une des plus grosses équipes en termes de mêlée. C'est un secteur qu'on apprécie beaucoup. Et cette saison, je trouve que le club n'a fait pas de match où la mêlée a fait quelque chose. Et là, si je dis pas de bêtises, on prend quand même on gagne 2 mêlées du Stade français. On doit en gagner une ou deux chez nous, une sur deux peut-être. Là, je l'ai pas. Mais quand même, on le sait, la mêlée, c'est hyper important. Moi, quand je dis ça, je pense toujours au quart de finale de l'équipe de France où quand Aldeguerri prend la place d'Atoni, on se fait bouffer en mêlée et ça nous met vraiment mal dans le match. C'est important la tenue en mêlée. Là, on a plus qu'une tenue en mêlée, on a une mêlée qui est hyper dominatrice, qui nous permet de punir Paris et tout, et qui montre que même si on est 9e journée, même si on a un peu peur des gros, ça fait le travail. Hein. Alors, après, le Stade français, c'est pas personnellement, je trouve, une des plus grosses équipes en termes de mêlée ou de vent. Mais en tout cas, l'année dernière, le Stade français a toujours habitué à que dans les moments forts, les gros fassent ce travail défensivement. Et revoir cette équipe de La Rochelle qui vient de prendre des mêlées, qui sauve des pénalités importantes là-dessus dans ce secteur, franchement, ça faisait très plaisir. Et du coup, j'ai la stat aussi concernant les mêlées. On en a remporté 9 pendant le match. Donc 78% de mêlées gagnées contre 7 pour le Stade français et avec 43% de mêlées gagnées. Donc on peut dire qu'on a été quand même dominateur encore une fois dans ce secteur. Hein. Et on a pour habitude d'être dominant aussi en mêlée, on le sait. Hein, c'est notre marque de fabrique, on va dire. Et je trouve que pour être, comment dire, je suis pas forcément le même avec toi, Mathieu, mais je trouve que malgré tout, on est toujours dominant en mêlée. Même depuis le début de la saison, grosse rivalité aussi en face. Hein. Forcément, le Stade français venait avec des intentions aussi, ça faut le dire clairement. Et je pense que ça a été un petit peu la douche froide pour eux, parce qu'on sait qu'ils sont englués dans le bas du classement. Voilà, avant dernier, 13e. Donc ça reste quand même très très compliqué. Puis moi, messieurs, de mon côté, moi j'aurais dit aussi Skelton forcément naturellement, parce qu'il fait notamment une deuxième mi-temps hors norme, c'est-à-dire que ça soit dans les malls où forcément il casse les pieds aux adversaires, c'est pareil l'une de ses grandes forces. Forcément cet essai aussi magnifique en bout de ligne, je pense que personne s'y attendait et c'était juste magnifique. Et puis vous deux d'ailleurs qui étiez au stade, je pense que vous avez dû bien apprécier ça. Et puis après moi j'ai beaucoup aimé aussi la troisième ligne pour le coup, c'est-à-dire composée de Haddad, Djegou et Eddie Lane. Notamment le match d'Haddad aussi que j'ai bien apprécié parce qu'il revenait après un mois d'absence. On l'avait plus vu que lors du match face à Lyon. Donc il est bien revenu, je trouve. Il a bien enchaîné. Je trouve que c'est important parce que moi c'est un joueur que j'ai envie de voir aussi tout au long de la saison et j'espère qu'il parviendra à enchaîner aussi correctement. Et forcément, j'ai goût pour son retour, donc qui a fait beaucoup débat, mais ça on aura l'occasion d'en parler juste après. J'ai apprécié aussi forcément sa force de caractère qu'on lui connaît. Il a été aussi dans l'avancée, il met son essai aussi à l'heure de jeu, donc un petit peu en mode Spilou comme à son habitude. En fin de saison dernière, il a mis quelques essais comme ça. Donc j'ai beaucoup apprécié la force de caractère de la troisième ligne, et puis également quand Edouard Richer est rentré aussi, le petit jeune du centre de formation, donc qui est espoir à la base. Donc j'ai beaucoup aimé aussi. Il a été pareil dans l'avancée, très en jambes. Donc ça j'ai particulièrement apprécié. Et puis du coup, messieurs, concernant Oscar Djegou, j'ai abordé le sujet un petit peu comme ça vaguement à tatillon. Forcément on est obligé de l'évoquer sans rentrer dans la polémique, messieurs, loin de là, mais je voulais connaître votre avis là-dessus. Est-ce que le Stade Rochelais aurait dû le faire jouer ou pas? Ça c'est la fameuse question qui a fait beaucoup débat, je pense notamment sur les réseaux sociaux. Chacun a son avis. Paul, toi, qu'est-ce que tu en penses de cette situation-là?
Bah, aujourd'hui, la situation, elle est délicate parce que, en fait, on peut avoir deux points de vue. Il y a le point de vue, effectivement, direct et simple, où on se dit tant qu'il n'y a pas donc il y a toujours cette présomption d'innocence, mais aussi la présomption donc on peut toujours croire la victime. Donc tant que l'affaire n'a pas été classée, que ce soit sans suite ou condamné, on peut partir du principe que le joueur ne devrait pas jouer. Moi, je suis plus de cet avis-là. Je pense qu'effectivement, c'était peut-être un peu trop tôt de le faire jouer. Surtout, en fait, c'est surtout qu'en plus, on est un peu en période de doublon, donc on parle de l'équipe de France, etc. Enfin, voilà, c'était un peu délicat, et surtout qu'en plus, dans un club comme La Rochelle, parce qu'effectivement, on peut aussi parler de Monsieur Hugo Radou, mais à la section paloise, c'est un peu moins en vue que La Rochelle, qui est un gros du championnat, etc. Après, on peut aussi penser que, en fait, ça fait un mois qu'une demande de non-lieu a été déposée, qu'en fait, il repousse de plus en plus chaque audition parce que, en fait, l'avocate de la plaignante, du coup, repousse au fur et à mesure. Donc, on peut se dire, bon, on a assez attendu, enfin, le Stade Rochelet peut se dire, bon, on a assez attendu, effectivement, ça veut pas venir parce qu'il repousse pour X ou Y raison, dont on n'est pas au courant, mais voilà, on constate juste les faits. Aujourd'hui, on a un manque en troisième ligne avec nos deux meilleurs joueurs en troisième ligne qui sont partis en équipe de France. Il faut que. Et un sous-jaune. Voilà. Pardon. Et Cancoré qui a 4 semaines quand même. Et Cancoré qui est suspendu, c'est ça. Donc, Botia toujours blessé aussi, je précise. Ouais. Quand même. C'est ça. Donc voilà. Et aujourd'hui, Oscar, il doit s'entraîner depuis un certain moment maintenant. Ronaldo Gara a dû considérer qu'il est prêt, que ce soit physiquement ou mentalement. Bon, voilà, ils l'ont fait jouer. Ouais, donc sur un point de vue sportif, il y a rien à dire, il n'y a rien à acheter. Il a fait un bon match. Il a marqué son essai qui relance l'équipe et qui permet de prendre 10 points d'avance. Voilà. Après, sur le plan effectivement extra sportif, voilà, il y aura toujours des avis pour, des avis contre. Il a été ovationné par le stade, donc qui d'ailleurs, on a vu les petites vidéos où il a répondu par un cœur pour remercier le public. Ça, on y reviendra. Ouais, ça. Voilà. Derrière, donc, voilà, chacun aura son propre avis. Sur le plan strictement sportif, c'est réussi. L'extra sportif, effectivement, ça, dont je fais partie, on pourra toujours se poser des questions sur si c'était une bonne idée ou pas. Et d'ailleurs, je précise aussi, concernant la demande de non-lieu, elle a été repoussée, il me semble, 3 fois en moins d'un mois. Voilà. Bah, elle est repoussée toutes les semaines, je crois, si je dis pas de bêtises. Voilà, c'est ça. Et elle devrait intervenir le 25 novembre si tout va bien, voilà, au moment où on tourne ce débrief. Et toi, Mathieu, de ton côté, du coup, qu'est-ce que tu en as pensé de cette situation-là? Est-ce que pour toi, le Stade Rochelet aurait-tu faire jouer Oscar Gégou ou c'était trop tôt? Bah, moi, je rejoins beaucoup ce qu'a dit Paul. Je vais pas redire ce qu'il a dit. Donc, en soi, je vais faire court. En fait, moi, je pense que non. Parce que, bah voilà, comme l'a dit Paul, moi, quoi que les gens puissent penser de l'affaire, de qui a raison, le truc, c'est que, comme l'a dit Paul, il n'y a pas eu de verdict pour le moment. Et pour moi, il n'y a pas de verdict. En fait, tu respectes la victime, la présumée victime, et tu respectes aussi ton joueur, parce que si c'est lui la victime, il est quand même, si c'est lui qui est dans une situation compliquée, je trouve ça quand même logique d'attendre la fin de la réponse, quoi, enfin la fin de l'affaire. Donc pour moi non, fallait pas le faire jouer. Connaissant et de ce qu'on a vu de la communication, on sait que pour le club, ils ont toujours considéré Gégou comme innocent. On verra ce que dira la justice pour le coup. Dans la communication, à la différence de Pau, La Rochelle a toujours été notre joueur, on lui fait confiance, on est derrière Gégou et tout. Et d'ailleurs, c'est assez surprenant que pour le coup, bon, en réalité non, je l'expliquerai après, mais c'est surprenant que Gégou soit revenu après Oradou, qui pour le coup, Pau a été plus modéré, dirons-nous, dans la communication. Le truc maintenant, voilà, comme l'a dit Paul, t'as pas Aldrit, t'as pas Cancorier, t'as pas Boudéan, t'avais possibilité de faire Haddad, Dylan, peut-être Douglas et mettre Lavaux. Mais en fait, t'allais forcément avoir en remplaçant un joueur qui allait manquer. Comme l'a dit Paul. Fallait le faire jouer, c'est ça. Voilà, c'est ça, quoi. Pour le club, comme l'a dit Paul, O'Gara, devait être prêt. Donc ils se sont dit, bon,
Là, on est dans une situation un peu critique. Et je pense qu'honnêtement, si Concordia n'avait pas été sanctionné, probablement qu'on n'aurait pas vu Jégou, je pense. Mais donc, du coup, c'est ce qui s'est passé. Ils l'ont remis et tout. Moi, personnellement, voilà, comme je l'ai dit, je trouve ça pas normal. On aurait dû attendre. Après, en vrai, ça ne m'étonne pas du club. Et après, des gens rentreront dans le fait qu'il reste salarié, que le club a aussi de le voir jouer et tout. Pour moi, ça, c'est des choses qui viennent après et tout. Sachant quand même c'est une affaire assez importante. Et je pense qu'il aurait fallu attendre. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Pau a fait jouer au Radou et même avant, c'est que du côté de Pau, on voyait qu'au niveau des résultats, c'était... Voilà, nous on finit 3e, on a fait de bons résultats. Pau, c'est assez compliqué, donc pour eux, c'était plus nécessaire de faire revenir au Radou devant. Voilà, donc pour moi, c'est une mauvaise décision, mais on va pas faire semblant. C'est principalement sportif, pourquoi ils l'ont fait revenir. Voilà. Et toi, du coup, Enzo ? Ouais, effectivement, je suis assez d'accord. Moi, j'ai le même avis que vous, hein, concrètement. Je pense qu'on n'aurait pas dû le faire jouer. Enfin, en tout cas, c'est trop tôt. Il aurait fallu attendre la demande de non-lieu, tout simplement. Enfin, que la procédure soit terminée, en fait, hein, concrètement. Après, pour préciser également, c'est pas Ronan O'Gara qui a fait ce choix-là de le titulariser directement. C'est surtout Pierre Vénère et Vincent Marlingue, hein, le président du Stade Rochelais, qui ont décidé que c'était le moment pour lui de rejouer. Voilà, Ronan O'Gara l'avait précisé également au micro de Canal+. Voilà, pour moi, en fait, ce qui est dérangeant, c'est que justement, on le fasse jouer parce qu'on a un déficit au niveau de la 3e ligne. Ça, déjà, je trouve ça très dérangeant. C'est-à-dire que, en fait, d'une, ça fait un peu, en gros, on a besoin de toi, donc on te fait jouer, quoi. Genre un peu en roue de secours, et du coup, je comprends pas, même pour le joueur, enfin, en termes de respect, bon, voilà, on peut se poser des questions. Mais au-delà de ça, c'est par rapport à la communication du club, c'est-à-dire que je ne comprends pas, étant donné que le club avait dit qu'il ne le ferait pas jouer avant la fin de la procédure, et là on le fait jouer. Pour le coup, en fait, c'est vrai que je voulais en parler, j'ai oublié, mais c'est Dulin en fait qui en a parlé, qui a dit que c'était la vision du club, mais en vrai, on le sait parce que Dulin en a parlé en interview. Ouais, et ça, je trouve ça important, parce que le club, en fait, entre guillemets, ne s'est jamais mouillé là-dessus, pour le coup. Ouais, c'est vrai, et puis forcément, je pense notamment aussi aux supporters, quand le club avait fait un communiqué, comme quoi il défendait un peu Oscar Djigou depuis le premier jour, un petit peu bec et ongle, quoi, qui s'était convaincu de son innocence alors qu'on était encore en pleine procédure, et on l'est encore à l'heure actuelle. Pareil, ça a suscité débat, ça a fait parler auprès des supporters et ça se comprend. Donc voilà, je pense qu'on peut se poser des questions aussi par moment sur la communication, mais voilà, pour moi, ouais, c'était prématuré. Je pense qu'on n'aurait pas dû le faire jouer. Puis forcément, on est obligé de parler aussi de cette ovation après son essai. J'aimerais juste, avant qu'on parle de l'ovation, quand même aussi souligner le fait que Jégou, il y a aussi l'affaire de la cocaïne aussi avant qu'il faut pas oublier non plus, quoi. C'est vrai, et puis ça, moi je trouve que ça entache quelque part l'image du club. Après, c'est mon avis, mais voilà, du coup, toi, Paul, qui était au stade aussi, qu'est-ce que tu as ressenti quand les supporters ont ovationné Jégou après son essai? Je sais pas, quelles ont été Non, l'ovation, elle s'est faite à la fin du match, pour le coup. C'est ça. Après, non, il y a eu deux ovations. Il y a eu deux ovations, en fait. Il y a eu la première ovation après l'essai, et après, il y a eu l'ovation à la fin du match. Il y en a eu deux. C'est ça, donc moi je parle de celle donc juste après l'essai, et il a été ovationné aussi, par exemple, à l'image de Skelton aussi, hein, après son essai, ça a été le cas, mais il a quand même été ovationné. Jégou, toi, qu'est-ce que tu en as pensé, Paul? Quel a été ton sentiment sur le moment? Alors sur le moment, donc au moment de l'essai, donc de l'essai d'Oscar Jégou, j'ai juste senti en fait un public qui acclamait entre guillemets un joueur lambda qui venait de marquer un essai pour son équipe important qui permettait de prendre le large. Ça aurait pu être Dulin, ça aurait pu être Skelton, ça aurait pu être n'importe qui. La réclamation aurait été le même. Je pense pas que le facteur prénom puisse être pris en compte à ce moment-là du match. Donc non, vraiment, c'était juste de la joie d'avoir vu son équipe marquer un essai. Là où il pourrait plus y avoir débat, effectivement, c'est plus quand on était un peu à froid, entre guillemets, et à la fin du match, donc lors de cette deuxième ovation, pendant le tour d'honneur des joueurs. Là, effectivement, pour avoir vu l'ovation de mes propres yeux, on a pu voir certains supporters qui partaient à ce moment-là, ou qui tout simplement qui ou tout simplement qui ne criaient pas son prénom, quoi, ils applaudissaient pas comme ils ont l'habitude de le faire, ils agitaient pas leur drapeau. Donc ça se voit qu'il y a quand même un sentiment assez mitigé là-dessus.
Donc voilà. Encore une fois, moi, mon point de vue, c'est qu'effectivement, on n'aurait jamais dû l'acclamer. On aurait dû acclamer les joueurs, on aurait dû acclamer l'équipe. Hulin, effectivement, pourquoi pas. Mais dans une situation aussi compliquée que celle-là, je pars du principe qu'il vaut mieux se faire petit. Je parle pas d'Oscar Gigoux, je parle plus du club et de ce qu'il veut représenter. Et plus d'acclamer une belle victoire collective plutôt qu'un joueur qui fait son retour pour des raisons, comme tu l'as dit, Enzo, un peu plan B, un peu on a besoin de toi, viens, alors qu'en plus tu as des casseroles. Donc voilà. Ça, c'est mon point de vue. Mais voilà, globalement, on va pas se mentir, le public rochelais était quand même content de voir Oscar Gigoux revenir parce qu'il connaît son potentiel et voilà, sur le plan, comme j'ai dit, sur le plan purement sportif, il a fait un bon match. Ouais, parce que je tiens à préciser, il a terminé aussi meilleur plaqueur de la rencontre Oui. avec 12 plaquages. Voilà. Après, oui, je pense que les supporters étaient contents de le revoir parce qu'on sait très bien que c'est un enfant du club déjà avant tout et puis qui a un gros potentiel, on le sait, mais qui a quelques casseroles malheureusement avec cette histoire aussi de la cocaïne, tu l'as dit Mathieu, et puis avec cette procédure. Voilà, qu'il y ait aussi Hugo Radou voilà, qui amène Dossa, donc voilà, compliqué. Mais toi Mathieu, ouais, comment tu l'as perçu, toi aussi qui étais au stade, est-ce que tu as compris cette ovation pour Gigoux juste après son essai notamment, ou je sais pas, quel a été ton sentiment là-dessus? Bah, tu vois, quand c'est un truc qui est marrant parce que quand on parlait du public de Flandre, c'est ce que je disais en off, du coup, quand on se parle. Je disais, selon que t'es situé, en fait, t'as pas, entre guillemets, le même match au niveau des supporters. Bah, pour le coup, moi, tu vois, par exemple, quand Paul a dit, ouais, il y en a, ils sont partis et tout, moi, les gens qui partaient, c'est juste des gens qui partaient pas par rapport à Gigoux et tout, tu vois. Et même quand il y a eu l'essai du coup de Gigoux, bah, moi, en tout cas, là où j'étais, et je tiens à le préciser, c'est important, parce que moi, effectivement, j'étais au stade, mais j'ai pas le ressenti de tout le stade. Où t'es situé Mathieu Alors, moi, je suis tribune de la tribune. Putain, non, de la Massive, du coup, la grosse tribune, quoi. Et je suis vraiment angle droit, proche des bannières, quoi. Et en tout cas, c'est là où j'étais. On leur passe le bonjour d'ailleurs au bagnard. Ouais, on leur passe le bonjour. D'ailleurs, avec qui j'ai discuté avant le début du match des espoirs contre Toulouse, d'ailleurs. Mais pour revenir à ce que je disais, moi j'étais dans un coin relativement peu bruyant en fait pendant le match, et quand il y a eu l'essai de Gigoux, il n'y a pas vraiment eu pour moi d'ovation. Il y a eu des gens qui ont applaudi, il y a quand même eu voilà, moi j'ai applaudi, je vais être honnête, comme l'a dit Paul, c'est un essai comme un autre, enfin c'est pas un essai comme un autre parce que ça reste Gigoux qui marque, et il y a toute cette histoire. Mais par exemple, sur l'essai de Teddy, j'ai gueulé, j'ai dit ouais, Teddy, alors que sur l'action, c'est Gigoux qui fait la passe à Leeds qui fait la passe à Teddy qui marque l'essai. Donc Gigoux, il est quand même présent dans l'essai, et comme l'essai de Gigoux, il y a des joueurs qui sont venus pilonner avant, lui, il vient finir le travail. Le rugby, c'est un sport collectif, donc même si j'ai applaudi, j'ai dit... essai de Gigoux, tu vois, j'étais pas en mode ouais, Gigoux, putain le GOAT, quoi, voilà quoi. Par contre, là où effectivement, où là je l'ai vu l'ovation, c'est à la fin du match, parce que j'ai un peu descendu les escaliers, j'étais un peu plus proche peut-être du terrain, et puis surtout parce qu'en fait la tribune où se fait l'ovation, c'est la tribune où il y a les bagnards, donc je pouvais pas trop échapper pour le coup. Et en fait, moi quand il y a les joueurs qui sont venus faire le tour de tribune, ouais, t'as tous les joueurs, ils sont dus, et t'avais vraiment Gigoux qui était plus en premier plan, proche des supporters et tout. Donc tu vois, t'as applaudi et tout. Et en fait, ce qui est assez, tu vois, ce qui prouve que le sport, c'est quand même enfin que le rugby, enfin même le sport globalement, c'est un truc qui t'attrape. C'est que toi, t'arrives, tu le vois, et tu te dis, putain, il a fait un bon match, il se rapproche. Et tu vois, au fond de toi, t'as envie de dire, ouais, bon match, Gigoux, tu vois. Mais étant donné le clivage qu'il y avait et tout, tu vois, j'étais au fond de moi, j'étais en mode, c'est quand même compliqué, tu vois. Donc j'ai applaudi joueurs comme j'ai applaudi tous les joueurs à côté. Mais effectivement, à côté, il y a, enfin, dans la tribune où ils vont toujours, là où il y a les bagnards, où il y a vraiment la grosse ovation avant qu'ils fassent leur tour à gauche, à droite et tout. Là, pour le coup, j'ai ressenti limite comme une envie auprès de certains supporters qui ont du coup acclamé Gigoux en disant Gigoux, comme aussi
j'aime pas utiliser ce terme, mais je ne saurais pas comment expliquer différemment, mais un côté un peu politique à dire on est derrière toi Jégou, pour nous t'es innocent, allez Jégou, tu vois, comme un peu une prise de position aussi. Je sais que pour beaucoup de gens, c'est pour ça que j'ai parlé moi de ce que j'ai ressenti, il y a eu, je pense aussi un peu un effet de groupe en mode il a fait un bon match, c'est l'enfant du club, il fait une fin de saison l'année dernière impressionnante. On se disait tous, dans 1 ou 2 ans, il peut largement toquer à la porte de l'équipe de France s'il s'améliore et tout. Donc, il y a tout cet aspect sportif qui est aussi mieux rentré en compte. Maintenant, forcément, j'aimerais dire que les supporters ont pas forcément bien agi, ou en tout cas auraient juste dû applaudir et peut-être aller ovationner Skelton, parce que le match de Skelton. Mais je pense que pour moi, je vais y revenir, mais le principal problème qui amène tout ça, c'est encore une fois qu'effectivement, juste, il aurait pas dû jouer. Voilà. Même si je pense que pour lui, personnellement, ça a dû lui faire beaucoup de bien. Je pense qu'il est venu aussi chercher si le public était derrière lui. Bon, je pense qu'il a sa réponse. Mais je pense que oui, dans tous les cas, on aurait dû pas le faire jouer. Et que tout cet effet de groupe, de masse, tout le côté sportif, a amené à que beaucoup de gens l'ont applaudi, l'ont ovationné, même si je pense qu'il y a aussi eu des gens qui volontairement l'ont fait pour se mettre derrière lui, quoi. Voilà. Mais c'est compliqué, je trouve. Personnellement, j'ai beaucoup de mal à me positionner, parce qu'il y a quand même une affaire hyper grave qui entoure Jégou Yoradou, et c'est des choses qui moi, personnellement, je peux pas me rendre compte, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est difficile parce que, comme on le disait, Jégou, ça reste un enfant du club, hein, qui a fait toutes ses classes au Stade Rochelet, donc forcément le public a un œil attentif sur lui et l'apprécie aussi particulièrement à la base, hein. Après, d'où le soutien qu'il a reçu, je veux dire, heureusement ou malheureusement, enfin bon, c'est très compliqué à juger. Puis voilà, un joueur à fort potentiel sportivement, donc voilà, mais c'est vrai qu'en tout cas avec cette affaire qui l'entoure, ça reste très très délicat. Donc vous messieurs, vous l'avez plutôt vécu, ouais, comme par cette acclamation, c'est suite à un essai en fait salvateur, un petit peu dans un match qui était tendu, serré, où il y avait 21-18 mais voilà. Donc ouais, c'est ça. Je pense que c'est vraiment une forme de soulagement de se dire bon bah ça y est, on prend 10 points d'avance, on voit sur le terrain qu'ils traînent la patte, les Français et les Parisiens, les Franciliens, c'est ce que je voulais dire. Voilà, ça y est, c'est le match, on va dérouler. Et je pense que quand ils ont vu qu'on était dans un monde où Skelton pouvait marquer un essai depuis l'aile, ils se sont dit là, ce soir, il peut rien nous arriver. Et voilà, vraiment, je pense que pendant toute la deuxième mi-temps et depuis cet essai-là, c'est vraiment plus du soulagement. Le vrai débat, s'il y en a un, et oui, il y en a un, c'est à la fin du match. Ouais, c'est vraiment, moi, c'est vraiment un non-événement. L'essai de Jégou est un non-événement. En fait, c'est un non-événement. C'est quelque chose de classique et banal qu'on a déjà vu des centaines de fois au stade Marcel Deflandre. Tout à fait. Donc au moins, je pense que c'est bien d'avoir votre avis, de le connaître, parce que vous étiez au stade. Et justement, ça prouve que, voilà, si on regarde parfois les réseaux sociaux, on a tendance à croire que voilà, tous les supporters rochelais ont été d'accord en osmose avec cette ovation, alors que c'est loin d'être le cas. Et c'est un sujet qui est très clivant, donc compliqué à aborder, mais on tenait quand même à en parler un minimum. Donc voilà. Donc là, messieurs, à présent, j'aimerais qu'on bascule un petit peu. Donc dans 2 semaines, on va se projeter sur la rencontre face au Castres Olympique. Donc on va se déplacer à Castres. Donc on le sait, match qui va être compliqué, assez périlleux. Donc Castres est 7e, voilà, termine 7e ce premier bloc. À égalité quand même avec le 5e et 6e. C'est vrai, égalité avec le 5 et 6e, c'est vrai que c'est quand même bien de le préciser. Donc Castres qui a 23 points et le Stade Rochelet qui en a 27. Donc messieurs, comment vous abordez un petit peu ce match, vous Mathieu, je vais commencer par toi. Ouais, comment tu envisages ce match? Est-ce que on va réussir à s'exporter un petit peu à l'extérieur? Est-ce qu'on peut aller chercher un résultat potentiellement? Moi, le truc, c'est que je pense que j'ai pas du tout la même vision que ce que va avoir le staff, le club et tout. En fait, c'est une question qui est compliquée parce qu'après Castres, il y a la réception de Vannes. Alors, Vannes n'est pas supposé être un match compliqué.
dans le sens où c'est les derniers. C'est supposé le match où tu prends 5 points, comme l'année dernière avec Oyonnax. Bon, après Oyonnax, ça a été compliqué quand même de maintenir le BO. C'est pas si simple que ça. Voilà, et Vannes, en plus, c'est une équipe qui, comme Oyonnax l'année dernière, aime bien tenir les matchs. Après, t'as la rencontre à Basse en Champions Cup. Tu vas recevoir Bristol. Après, tu vas recevoir Clermont en top 14. Donc, tu te dis, là, directement, tu vas avoir des gros matchs. Surtout que la Champions Cup, on connaît le club. On va vouloir jouer sur les 2 tableaux. Donc, je connais le club. Ils vont vouloir envoyer une grosse équipe à Castres. Est-ce qu'on va ramener des choses? Je sais pas. Moi, je pense, si je dois essayer d'un peu amener un côté plus subjectif, je pense que Castres, c'est un match qu'on ne doit pas forcément cocher. Dans le sens, déjà, moi je pense, après avoir, mais c'est une équipe qui fait un beau rugby, qui peut se positionner dans le top 6, et aller absolument gagner face à une équipe du top 6, c'est pas forcément obligatoire, surtout qu'on n'aura pas nos cadres, puisque un jour, parce qu'on joue samedi, un jour avant, il y aura France-Argentine, donc c'est sûr qu'on n'aura pas nos cadres, on n'aura pas Skelton, on n'aura pas Aldrit, on n'aura pas Antonio, etc., etc. Donc moi je pense que c'est plus un match où ça serait bien de faire une équipe un peu mixte, on réessaye de faire jouer certains joueurs, essayer de faire jouer des jeunes aussi. Je pense à Denis Vaucou qu'on devrait donner peut-être un peu plus de temps de jeu, même si niveau... Bosmoran aussi d'ailleurs. Ouais, mais Bosmoran j'y pensais, mais j'ai l'impression que pour lui et Boulanger aussi, il y a aussi le club derrière, faire aussi rejouer Russ. Peut-être donner plus de temps de jeu à Richer, je crois, si je prononce bien, qui visiblement est un profil intéressant, donc on pourrait donner plus de temps de jeu. Toi qui veux voir Haddad, c'est l'occasion de le voir avant qu'il soit un peu plus, entre guillemets, mis au placard, mais qu'il soit un peu moins présent sur les fiches quand il y aura les gros événements et qu'il va y avoir le retour d'Aldrit, Poudan, et on l'espère aussi, le retour de Botia, parce que là, par contre, ça devient une question... assez problématique, il devait être de retour pour Montpellier, et là par contre rien, et on va pas encore revenir sur la communication de La Rochelle qui est assez qui reste sous l'eau, donc moi je pense que Cass, c'est franchement c'est pas la peine d'essayer d'aller gagner, essayer de ramener un point, ça, je trouve que ça peut être quelque chose d'intéressant, mais vaut mieux essayer de donner du temps de jeu, de construire des trucs, d'essayer des choses pour un peu se dire est-ce qu'on essaye pour le reste de la saison. Je pense que ça serait plus intéressant de faire un match expérimental où on peut essayer de ramener un BD que d'essayer de s'efforcer à mettre le plus de gros joueurs qu'on peut, à faire un jeu classique à la Rochelaise, et être déçu. Toi Paul, de ton côté, comment tu abordes ce match? Écoutez messieurs, moi j'avais un avis très tranché, mais j'avoue que ce que vient de dire Mathieu, en fait, il m'a convaincu du contraire. Ah, mais c'est vrai, non, en vrai, moi, à la base, moi, je partais plus du principe qu'il fallait jouer le match avec l'équipe qu'on pouvait la plus forte possible. Donc, effectivement, comme l'a dit Mathieu, sur nos cadres français qui seraient donc. Et pas que. Pour avec le 15, ils auraient joué la feuille. Oui, c'est ça, parce qu'il n'y a pas que, il y a aussi nos joueurs argentins, nos Argentins, notre taureau qui ne sera pas là. Donc, à la base, j'étais plus d'avis, effectivement, de partir chez eux à la guerre et essayer de ramener la victoire. Parce qu'en fait, même si on le voit depuis le début de la saison, que Vannes est une équipe très accrocheuse, encore plus à l'extérieur, et qu'en fait, moi, j'aurais mis la grosse équipe à Castres, et après, j'aurais mis une équipe un peu plus simple contre Vannes, parce que ça reste le petit poussé du top 14, et que venir à défendre quand on est le petit poussé du top 14, moi, je me souviens encore quand on avait battu Agen il y a 3 ans maintenant, on leur a mis une sacrée tempête. Même l'année dernière, bon, c'était compliqué, mais on a quand même mis 5 points. On a pris 5 points contre Yona. Enfin, je pars du principe qu'il vaut mieux essayer d'aller défier nos concurrents directs, parce qu'en vrai, aujourd'hui, on n'est pas du tout sûr de rentrer dans le top 2. Il y a quand même 2 monstres en face de nous qui sont devant nous. Ça peut être un concurrent direct qu'on peut évincer du top 6. Parce qu'aujourd'hui, comme vous l'avez dit, on n'a que 4 points d'avance. On perd chez eux sans bonus. On passe derrière eux, tout simplement, parce qu'ils ont une meilleure différence de points. Donc, moi, à la base, j'étais plus d'avis. Et même ce que je dis est en train de m'auto-convaincre, mais ce qu'a dit Mathieu aussi est très intéressant, parce que c'est vrai que une saison c'est très longue en top 14, on le sait tous, ça se joue à 1 point à la fin de la saison, voire même à la différence de points quand on se souvient comment le Racing s'est qualifié la saison dernière.
et expérimenter justement des choses avec des jeunes, donc comme Richer, ou même faire rejouer Botia éventuellement parce que s'il peut revenir, etc. Bah, ça peut nous servir pendant les périodes de doublons qu'on aura effectivement pendant tout le tour de destination. Mm. Et là, si on peut se baser sur ce match de Castres en disant bon, on a perdu, on a pris le bonus, mais on a vu que là, ça a très très bien fonctionné, plutôt que d'envoyer nos gros et nos expérimentés à la bagarre, effectivement, on sera tout bénef parce qu'on pourra viser plus de victoires en fait après. Et c'est une question que le staff doit sûrement se poser. Et aujourd'hui, donc, je serais plus d'avis effectivement de temporiser et donc d'envoyer effectivement plus de l'expérimentation qui, en fait, on a rien sans rien en fait. Si on prend pas de risque, on peut pas savoir. Donc aujourd'hui, effectivement, je suis comme Mathieu, il m'a convaincu et j'enverrai plus une équipe, on va dire entre guillemets, compétitive, mais expérimentale qui permettrait de nous apprendre plus et nous faire vivre une meilleure saison de doublon qu'on a pu la vivre l'année dernière, parce qu'on s'en souvient tous. Sachant que j'aimerais juste rajouter un truc, enfin des stats quoi. L'année dernière, on finit du coup 5e en ayant autant de victoires que de défaites. Là, actuellement, on a une victoire de plus que de défaites. Donc déjà, c'est plutôt positif. Et surtout, il y a quelqu'un qui sur Twitter a comparé le nombre de points que toutes les équipes top 14 avaient cette saison et la saison dernière au même nombre de matchs. Et là, actuellement, on a 3 points de plus. Donc je trouve ça intéressant de se dire que... Alors, le but, c'est pas d'être 5e. Le but, c'est d'être minimum dans le top 4 pour s'assurer au moins, parce que comme l'a dit Paul, le top 2, ça va être compliqué cette saison. Après, avec le 6 Nations, il y a Bordeaux peut descendre. Ça c'est une Toulouse moins, mais Bordeaux, ça peut être compliqué. Mais effectivement, vu, on va dire, le matelas qu'on a sur le début de saison en plus, qui est souvent plus compliqué, c'est plus en fin de saison, deuxième partie de saison, où les grosses équipes commencent à grappiller beaucoup plus de points. Je pense qu'effectivement, expérimenter, c'est vraiment le moment, quoi. Ouais, moi je vous rejoins, mais c'est vrai que j'opterais en tout cas beaucoup plus pour la jeunesse, notamment avec Russ, Denis Vaucou, pourquoi pas Boss Morin, à voir. Après, ouais, et puis c'est Roux ouais, qui peut être une bonne option. Je l'avais trouvé aussi assez intéressant à Bayonne, malgré l'humiliation qu'on avait subie. Mais peut-être le retour de certains cadres, je pense notamment à Botia, pourquoi pas. En tout cas, j'espère le voir sur ce match. Et puis voilà, des joueurs qui doivent enchaîner. Hein, Haddad, je pense à Haddad. Jégou, alors là, c'est la grande question. On verra s'il va enchaîner ou pas. Ça, c'est compliqué de dire. Il aura lieu quand le match du coup? C'est le 24 novembre, je crois. C'est le week-end du 24 novembre. Le 24, ouais. Ouais, donc par rapport à ce que tu as dit, ouais, c'est après. Le non-lieu serait le lendemain, le 25, donc normalement, tout se passe bien. Bon, Okay. donc ça reste à voir. Mais oui, effectivement, il faudrait miser. Je pense pas qu'il faut mettre les gros, en tout cas, parce qu'on sait qu'à Castres, c'est une équipe quand même qui reste malgré tout très physique, qui joue aussi pas mal devant avec nous, bien que elle développe du jeu derrière aussi cette année. Un jeu d'ailleurs qui est assez intéressant, donc il faudra se méfier de ça aussi. Mais voilà, ça reste quand même très costaud devant, donc attention à ce qu'on n'ait pas trop de blessures aussi, donc en vue des échéances prochaines. Donc voilà, bah, écoutez messieurs, Moi j'aimerais terminer sur une question. Ouais Mathieu, dis-nous. Du coup, face à Castres, on n'aura pas d'internationaux, ça on le sait. Du coup, quand t'as pas Winnie Antonio, Colombe, Kuntelia et Scavi, tu fais comment à droite? Voilà, je terminerai là-dessus. C'est la grande question, ça. Carl Sorin, à droite. Ça, c'est la question, ça. Moi, je crois qu'il joue pilier droit de base. Ouais, c'est possible. Éventuellement. Moi, je vois que lui. Il faut quand même deux piliers. Hein. Ouais, peut-être le pilier droit, je sais pas. Est-ce qu'en espoir, il y aurait moyen qu'un espoir monte en pro à ce moment-là aussi, peut-être? Je sais pas. Effectivement, c'est assez compliqué. Donc, après à voir aussi, parce que par moments, certains internationaux sont relâchés. Il y a toujours les allers-retours. Par moment, ils sont relâchés. Bon, ça restera à voir, mais c'est vrai qu'on peut avoir un vrai souci en termes de pied droit, Mathieu, c'est vrai que tu fais bien de le souligner. Puis voilà, messieurs, ce débrief va toucher à sa fin, malheureusement. Je vous remercie en tout cas d'avoir vu ce débrief. N'hésitez pas à nous faire des retours en commentaire pour savoir ce que vous en avez pensé. Voilà, si vous avez des conseils ou autres, on est toujours preneurs. Voilà, on s'améliore au fur et à mesure.
Et j'en profite aussi pour vous dire qu'il y aura prochainement une analyse sur les 3 quarts aussi de La Rochelle, vu qu'on a fait l'analyse du paquet d'avant. Voilà, c'était un papier de Simon, donc de la rédaction, et qui a très bien fonctionné. Donc n'hésitez pas à aller le lire. D'ailleurs, on vous le mettra dans la description. Et voilà, nous, on se fera l'analyse de la ligne de 3 quarts également, voilà, comme on nous l'a demandé. Donc voilà, restez à l'affût en tout cas. Voilà, et puis abonnez-vous aussi à la chaîne YouTube, j'en profite pour le dire, pour ne rien manquer des prochaines vidéos, des prochains débriefs. Il y aura des interviews également qui arriveront. Et voilà, en tout cas, je vous remercie, messieurs. Merci Paul, merci Mathieu pour votre présence. Avec plaisir. De rien. Voilà, c'était un plaisir comme d'habitude. Et puis, on va tâcher de refaire ce format sous une forme hebdomadaire. Parce que c'est vrai que parfois, on ne peut pas toujours le réaliser. Il y a quelques petits imprévus. Mais voilà. Donc, en vous remerciant, passez une bonne journée ou une bonne soirée. Et puis, à très vite. Ciao, ciao. Salut. Au revoir.